Merci Sarah. Donc j'allais poser une question pour le professeur Malhoum, mais bon, ça sera pour plus tard. Donc on passe à la séance suivante, qui sera une séance internationale. Donc je demande Dr Sihem Safi de la Tunisie, qu'il faut applaudir beaucoup. C'est une consoeur, et j'insiste sur la sœur, beaucoup plus sur le... Donc marhaba bik awalan, et merci d'avoir répondu à l'invitation de MG Maroc. Alors Dr Safi Sihem de la Tunisie, Tunis Al-Khadra, médecin gériatre, vice-président de la Société tunisienne de médecine générale, directrice de l'accréditation en santé de Tunisie, enseignante en management de qualité auprès de la faculté de médecine de Tunis, consultante de l'OMS en matière de développement des politiques et stratégies de la qualité. Donc, elle va nous parler des recommandations pour une médecine générale sûre. Donc, je vous donne tout de suite la parole pour laisser un peu de temps pour le débat par la suite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur le Président. Je réitère mes remerciements aux organisateurs de ce congrès de nous avoir associés à cette session pour intervenir auprès d'un thème qui, personnellement, me tient à cœur et sur la sécurité des patients. Au fait, pourquoi la sécurité des patients est un thème très important? Parce que c'est un thème transversal qui intéresse tous les acteurs du système de santé, aussi bien le malade, son entourage. Également, ça intéresse les décideurs, les financeurs, les gestionnaires, les caisses d'assurance maladie, etc. Donc, c'est un thème qui nous interpelle tous, d'autant plus qu'il y a un mouvement international pour intégrer ce problème, cette thématique, au sein des politiques au niveau de certains pays dans leur système de santé et que ça soit une priorité nationale et une orientation stratégique. Et là, c'est une recommandation. Également, l'OMS, c'est une de ses priorités, des priorités de l'OMS pour intégrer également la sécurité de santé, indirectement l'impliquer à nos pratiques quotidiennes. Donc, quand on dit médecine générale plus sûre, c'est-à-dire c'est une médecine générale qui s'intéresse à la sécurité des patients. Donc là, pour commencer, je vais parler de quelques définitions, je vais donner quelques définitions. Qualité et sécurité, on a une petite confusion. Les deux concepts entretiennent des rapports complémentaires, mais sans jamais se confondre. Qu'est-ce que la sécurité sanitaire? La sécurité sanitaire, elle a pour objet de prévenir ou de réduire les risques iatrogènes, les accidents liés au traitement, aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi qu'à l'usage des produits de santé. La sécurité des patients, c'est l'absence pour un patient d'atteinte inutile ou potentielle associée aux soins de santé. Le terme est apparu seulement dans le milieu des années 90 aux États-Unis, médiatisé avec le fameux rapport To Err is Human et n'a cessé de prendre de l'importance auprès de l'OMS et c'est la définition de l'OMS. Classification des risques dans le milieu du soin. Le milieu du soin, le milieu hospitalier, c'est un milieu très particulier parce qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs processus. Notre élément d'entrée, c'est le patient. Notre élément de sortie, c'est le patient en meilleur état de santé et là, il passe par différents processus. Les risques, il y a tout d'abord les risques qui sont en lien avec les vigilances sanitaires. Nous savons tous, et ça dépend les vigilances sanitaires, parce que généralement, c'est réglementé dans les pays, mais ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont réglementé, par exemple, l'hémovigilance, la pharmacovigilance, la matériovigilance. Il y a d'autres pays qui ont introduit l'identitovigilance, l'infectiovigilance. Donc, ça dépend des comités réglementaires qui doivent être stipulés par la loi pour que ces comités soient mis en place. Il y a également les risques iatrogéniques liés aux actes médicaux et aux soins. Ce sont les fautes, les erreurs, etc. Les risques de la vie hospitalière relatifs également à l'environnement. Il y a des risques qui sont liés à l'environnement des soins, des risques rattachés à la logistique, les risques rattachés aux techniques. Et dernièrement, il y a les risques en lien avec la sécurité des biens et des personnes.
Par exemple, lorsque dans un établissement de santé, les extincteurs ne sont pas mis à jour. Et donc là, ça risque de déclencher de grands ravages au sein de l'établissement de santé avec des incendies et carrément des décès. Et ça s'est arrivé dans des pays. Là, je cite par exemple l'exemple d'un pays qui, c'est un pays également qui a intégré l'accréditation dans ses priorités, c'est-à-dire dans un programme d'accréditation dans son système de santé. Et là, quand les experts visiteurs, c'est-à-dire les évaluateurs, ils ont passé, et c'est au niveau de l'Arabie Saoudite, donc quand ils ont passé les évaluateurs, ils leur ont dit, voilà, vous avez un risque, vos extincteurs ne sont pas mis à jour. Donc le lendemain, il y a eu l'incendie de la fameuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y a eu décès de 21 nouveau-nés dans un établissement de santé au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc là, c'est un risque lié à la sécurité des biens des personnes, par exemple, au cas où il y a des enfants, des nouveau-nés qui sont enlevés au niveau d'un établissement de santé suite à leur naissance, etc. Donc, erreur et événement indésirable. L'erreur, c'est l'exécution non conforme d'un acte prévu ou l'application d'un plan incorrect. Quant à l'événement indésirable, c'est un incident relatif à la sécurité du patient et qui entraîne une atteinte pour lui. Mais la plupart des événements indésirables sont évitables. Si le problème de soins relève d'une erreur que l'on pouvait s'y prendre autrement dans la prise en charge du patient, l'événement indésirable peut devenir évitable. Alors, juste une revue de la littérature qui a été faite par l'OMS sur la fréquence et la nature des événements indésirables. L'OMS, elle a relevé que seulement 49 études étaient fiables, étaient publiées sur la littérature internationale. Les résultats de ces études étaient que le risque d'événements indésirables est entre 0,04 et 240 pour 1000 consultations, dont 45 à 76% seraient évitables. Les erreurs de diagnostic sont la première cause retrouvée, 26 à 75%, tandis que les erreurs de prescription représentent la deuxième cause, 13 à 14%. Mais là, comme vous voyez, il y a une grande disparité, un grand écart entre les chiffres relevés. Donc, les fourchettes données pour chacune de ces valeurs soulignent combien l'évaluation est encore imprécise pour ce qui est des événements indésirables. Les événements indésirables, c'est quoi au fait un événement indésirable? C'est un événement qui aurait entraîné la mort, il a mis en jeu le pronostic vital, qui aurait entraîné une prolongation de l'hospitalisation suite à cet événement indésirable, a causé l'apparition d'une invalidité ou d'une incapacité significative, temporaire ou définitive. Alors, les événements indésirables, c'est un sujet nouveau pour la communauté médicale et encore mal cerné. Les observations directes, c'est-à-dire pour soulever un événement indésirable, ce n'est pas facile dans le cadre d'une consultation. Les systèmes de signalement, ils sont pénalisés par une sous-déclaration massive. Il y a une sous-déclaration des événements indésirables et donc c'est peu crédible. Les certificats de décès ne donnent qu'une vision très partielle sur les événements indésirables. Les bases de données assurantielles sont rarement publiques et sous-estiment sérieusement la réalité pour refus d'indemnisation. Alors, on en tire les principaux enseignements. Quels sont les principaux enseignements pour la médecine générale? La première recommandation, c'est d'inscrire la sécurité du patient au fronton de la structure de santé, le centre de santé intermédiaire, la structure ambulatoire ou le cabinet médical, mettant la sécurité des patients en tête de nos préoccupations quand nous prenons en charge nos patients. Inscrivant l'exigence de la sécurité dans notre pratique quotidienne et donnons-en les moyens. La deuxième recommandation, tout mettre en œuvre pour éviter l'erreur. L'erreur est humaine, mais les systèmes sont faillibles. La survenue d'une erreur touchant à la sécurité des patients n'est pas possible pour tout praticien,
Plutôt qu'espérer que l'erreur n'arrivera pas, mieux vaut l'anticiper et mettre en place des mécanismes. Mettre en place tout d'abord des mécanismes de prévention de cette erreur, éviter que l'erreur ne se reproduise. Exemple, ne prendre qu'un nombre limité de rendez-vous dans l'après-midi tard si vous êtes fatigué et vous avez l'impression de travailler en prenant des risques. Des mesures de récupération, stopper l'erreur. Exemple, quelle que soit la pression engendrée par votre salle d'attente, soyez vigilant pour certaines molécules comme les psychotropes, les anticoagulants, les anti-inflammatoires, etc. Il y a des mesures d'atténuation de l'erreur, c'est-à-dire faire en sorte que l'erreur soit la moins grave possible pour le patient. Exemple, soyez alerté par l'appel téléphonique d'un patient que vous avez vu et qui vous signale un effet inhabituel. Ne tardez pas à le revoir. La troisième recommandation, c'est qu'il faut écouter attentivement le patient. Le patient a peu de temps pour exprimer les raisons pour lesquelles il souhaite voir son médecin généraliste. Les consultations durent en moyenne 15 minutes, mais vous octroyez moins de 30 secondes pour exposer son problème. Or, des indices précieux vont vous être donnés. Quatrième recommandation, donner au patient la possibilité de devenir acteur de sa propre sécurité. Prendre le temps d'expliquer au patient ou à son représentant les symptômes et l'évolution prévisible dans le temps et dans la forme de sa pathologie pour qu'il devienne un acteur efficace de la surveillance de sa maladie, pour qu'il auto-prend en charge sa maladie. Expliquer, expliquer et expliquer encore. La cinquième recommandation, comprendre le système dans lequel le médecin évolue. Vous exercez dans un environnement qui vous est propre. Vous détectez des dysfonctionnements. Vous devez les analyser et vous allez devoir mettre en place des corrections. Par exemple, à l'entrée de votre cabinet, vous suspectez que ce patient pourrait avoir une chute. Donc, essayez de corriger s'il y a une pente glissante ou il y a un escalier. Essayez de le corriger pour que le patient n'ait pas un traumatisme devant votre cabinet. Si vous exercez au sein d'un système, comprendre le système dans lequel vous exercez vous permettra de mieux éviter la survenue d'une erreur. Donc, en intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de votre milieu de travail. Procédez à une analyse critique des situations dans lesquelles votre pratique peut se trouver confrontée à un événement indésirable. Construisez-vous des protocoles. Anticipez des événements rares, mais qui peuvent être dramatiques. S'assurer que vous avez du matériel et des médicaments non périmés qui vous permettent d'assurer les urgences majeures. En extramuros, c'est-à-dire à l'extérieur de votre pratique. Coordination nécessaire des actions avec les professionnels qui vous entourent. Connaissance du circuit que le patient va suivre quand vous l'adressez aux urgences. S'assurer de la politique de communication des résultats anormaux de la part des laboratoires, des centres d'imagerie dans le secteur que vous drainez ou que vous faites partie de ce secteur. La sixième recommandation, partager entre pairs l'expérience des erreurs, s'en servir comme base de formation médicale continue, revue de morbimortalité et évaluation des pratiques professionnelles. Vous pouvez, au sein de votre communauté, c'est-à-dire là où vous exercez, vous pouvez mettre des groupes de formation médicale continue, des groupes d'échange de pratiques. Les membres d'un groupe peuvent interagir entre eux et réfléchir sur les expériences mutuelles. Importance des échanges informels pour forger la décision médicale. Recommandation 7. Relever et déclarer les événements indésirables. N'ayez pas peur des événements indésirables. Il faut les anticiper, de préférence parce que la gestion de risque, elle s'est basée sur deux approches. Une approche a priori et une approche a posteriori. Une approche a priori, elle est
très importante, c'est-à-dire que vous devez identifier les risques dans le milieu auquel vous pratiquez, vous devez analyser la criticité de ce risque, c'est-à-dire en se basant sur la gravité et la fréquence de survenue de ce risque. Quand ça devient critique, vous devez analyser, vous devez mettre en place des actions d'amélioration pour atténuer ce risque. Mais quand le risque devient un événement indésirable, ça y est, donc c'était un risque potentiel, mais là, il est devenu un événement indésirable. Il faut, si vous êtes dans le milieu public, il faut le signaler. Le signaler, et là, j'appelle les responsables au sein des structures publiques, des groupements, je ne sais pas, des hôpitaux, etc., parce que c'est exigé à travers l'accréditation de mettre en place, d'écrire une note orientée vers les professionnels, et ça s'appelle la charte de non-punition. C'est-à-dire, si vous signalez un événement indésirable, vous ne serez pas puni sur le côté administratif. Donc, encouragez vos collaborateurs à signaler l'événement indésirable. Il y a des formulaires de signalement des événements indésirables, mais ça dépend des systèmes de santé et des pays. Par exemple, dans le cas d'un événement indésirable lié à un médicament. Et là, c'est l'affaire de la pharmacovigilance. Normalement, le centre de pharmacovigilance, il met en place un formulaire pour que tout praticien, lorsqu'il est contraint à un événement indésirable, il le déclare sur ce formulaire. La matériau de vigilance également pour tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc, sinon, si vous êtes dans le privé, je ne sais pas comment ça se passe ici au Maroc, mais dans le privé, je ne sais pas, auprès du syndicat ou auprès d'un groupe, c'est-à-dire vous signalez cet événement et vous, en tant que praticien, vous devez l'analyser. Pourquoi cet événement est survenu? Quelles sont les causes de cet événement? Il y a plusieurs outils pour analyser les causes, plusieurs outils tels que le diagramme d'Ishikawa, il y a la grille alarme, etc. Donc plusieurs pour analyser cet événement. Une fois cet événement indésirable a été analysé, que vous avez trouvé la cause, il faut mettre en place des barrières, des actions d'amélioration pour que cet événement indésirable ne se reproduise plus et vous communiquez sur cet événement indésirable. Donc, selon le temps dont vous disposez, vous procédez seul ou dans un groupe de change de pratique à l'analyse des événements indésirables pour trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Recommandation 8, écoutez sans a priori les retours critiques des autres collaborateurs, les pharmaciens, les infirmiers, autres médecins. Les remercier pour encourager les remarques ultérieures. Beaucoup de pharmaciens renoncent à appeler le prescripteur s'ils sont systématiquement mal reçus. Même s'ils détectent qu'il y a une contre-indication pour un traitement, s'il n'y a pas de bonne relation avec le médecin, le pharmacien n'appellera jamais le médecin pour attirer son attention sur cette contre-indication. Vigilance des infirmiers. Les infirmiers rectifient spontanément une erreur de posologie. Ils peuvent alerter le médecin sur une évolution défavorable non prévue du patient. La 9e recommandation, ne pas hésiter à contredire les affirmations d'un médecin en situation hiérarchique forte. Ne pas considérer comme définitif l'avis spécialisé donné sur le diagnostic ou le traitement. 10e recommandation, gérer le temps et savoir passer la main quand il le faut. 4 recommandations dans ce sens. Gérer son temps personnel et réfléchir à l'avance à des réponses prudentes et organisées afin d'éviter de se faire surprendre et de s'improviser. Contrôler autant que possible le temps du système. Appelez vous-même les urgences quand la situation l'exige. Faire en sorte que le temps du patient soit en phase avec celui de la maladie en donnant une place importante à l'information du patient. Rester dans le temps de la maladie, intégrer des signes d'alerte dans le raisonnement clinique et respecter les délais dont vous vous êtes fixé quant à l'évolution prévisible de la maladie ou l'action des médicaments. Lorsque vous avez l'impression de ne plus contrôler ces différents tempos, il faut passer la main. Alors, quand toutes ces barrières ont cédé, quand on n'arrive pas à appliquer ces
recommandations. Qu'arrive-t-il? C'est la survenue de l'erreur. Et qui dit survenue de l'erreur, c'est rattaché, dans la majorité des cas, à une plainte. Plainte avec des risques à triple niveau. Le premier niveau, c'est la responsabilité civile. Compensation financière à un préjudice suivi. La responsabilité pénale. La faute reprochée constitue une infraction. La responsabilité ordinale, faute professionnelle, et là, c'est l'image de marque et la crédibilité du médecin qui est en jeu. En résumé, on ne supprime pas les erreurs, mais on doit les gérer. Les solutions simples sont rarement les meilleures. S'arrêter au premier coupable et le punir n'améliore en rien le système de santé. L'analyse des causes profondes est essentielle pour guider les stratégies de prévention. Construisons donc ensemble une culture sécurité effective. Et soyons vigilants parce qu'il mieux vaut prévenir que subir. Là, c'est les événements, la partie, c'est-à-dire supérieure de l'iceberg, c'est les événements indésirables, c'est les événements indésirables graves, c'est les événements graves sentinelles, c'est les événements rattachés aux soins, etc. C'est tout ce qu'on voit. Mais en bas, c'est beaucoup plus profond, c'est les événements porteurs de risques et qu'on doit analyser. Et c'est l'approche a priori, c'est l'approche de gestion des risques a priori. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation.